Chers amis, bonjour. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire qui, hélas, est le dernier, puisque donc 6 conférences étaient prévues et c'est la 6e, déjà. Alors, je vous rassure, comme disent les sportifs, c'était la saison 2019-2020. Il n'est pas du tout exclu que pour la saison 2020-2021, il y ait d'autres conférences qui soient programmées. Ça dépend un petit peu d'ODEA. N'hésitez pas à leur envoyer des mails si vous avez des souhaits de sujets. Alors, il y a donc eu 6 sujets et je vais maintenant aborder le 6e qui est la Libye. La Libye qui est donc un nouvel enjeu stratégique. La Libye est un nouvel enjeu stratégique parce que jusqu'à présent, dans l'histoire, elle n'avait pas joué un rôle fondamental, mais ces dernières années, elle est devenue un véritable enjeu stratégique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi dans les 6 conférences, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt, ça aurait pu être la Libye, le Liban, pardon, qui aurait pu être traité, ou l'Égypte. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi le Liban a été oublié, pourquoi l'Égypte a été oubliée? Eh bien, parce que, bien que le Liban et bien que l'Égypte soient des pays extrêmement importants sur le plan géopolitique, la Libye est aujourd'hui plus importante. Elle est plus importante parce qu'elle est devenue un nouvel enjeu de puissance. Et un nouvel enjeu, donc, stratégique. La Libye, comme toute la côte méditerranéenne, a été beaucoup colonisée. Elle a été colonisée, bien sûr, par les Phéniciens, par les Grecs, par les Romains. Vous voyez ici les magnifiques ruines de l'Eptis Magna, que nous sommes sans doute peu à avoir vues dans le monde parce que cela fait des années et des années qu'on ne peut plus aller en Libye. Et autant ces ruines sont parmi les plus belles du monde romain, autant je vous déconseille formellement de tenter d'aller les voir en ce moment, parce que la Libye est devenue une anarchie généralisée, et bien que les vestiges soient absolument magnifiques, ce serait vraiment déraisonnable. Il vaut beaucoup mieux aller au Liban, en Syrie même, mais Irak, Libye, je vous le déconseille fortement. Alors elle fut romaine, elle fut byzantine aussi, donc chrétienne. Il y a eu de nombreuses églises byzantines construites. Vous voyez que les sites devaient être magnifiques au bord de la mer parce que très vite, dès qu'on se détache du bord de la mer, on arrive dans le désert. La Libye est avant tout un désert et donc c'est un peu plus compliqué. Mais le long de la mer, vous aviez toute une série d'églises byzantines, de temples grecs, de temples romains. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on s'aperçoit que des vestiges byzantins, d'églises byzantines, sont systématiquement détruits au cours de travaux, pas forcément par des djihadistes, mais tout simplement par les Libyens eux-mêmes, qui sont quand même très travaillés par l'islamisme et qui donc cherchent à effacer les traces du christianisme. Après les Byzantins, vous connaissez maintenant l'histoire, ce sont les Turcs, hélas. Le turc est une malédiction pour le chrétien. Et donc ce sont les Turcs qui ont pris la suite des Byzantins et qui ont occupé la Libye. Il faut bien voir que cette occupation n'a jamais été tranquille. Certes, ils l'ont islamisée, ils ont d'ailleurs succédé aux Arabes qui eux-mêmes avaient commencé à islamiser et à réduire les chrétiens en dimitude, vous connaissez cette expression, qui fait que les chrétiens doivent payer un impôt énorme, s'ils veulent rester chrétiens, s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Et non seulement ils devaient payer un impôt considérable, mais en plus, ils n'avaient accès à aucun métier important, aucune fonction importante. Et donc, progressivement, tout au long du Moyen-Âge, les chrétiens libyens sont passés à l'islam. Et donc, au XXe siècle, il restait très très peu de Libyens chrétiens. Mais il ne faut pas croire que c'était une colonisation tranquille. La Libye a toujours été une terre de tribus. Le Libyen en tant que tel n'existe pas. D'ailleurs, si on veut faire un petit peu de provocation, la Libye en tant que telle n'existe pas vraiment non plus. La Libye a été, après avoir été ottomane, a été italienne. De la même façon, la colonisation italienne n'a pas été de tout repos. Vous voyez ici donc les images du petit journal, c'est toujours amusant de voir ça. À l'époque,
Donc 1911-1912, les Italiens veulent chasser les Ottomans de la Libye. Il ne faut pas oublier que la Libye est tout près de l'Italie, de la Sicile, de la fameuse île de Lampedusa, où sont venus des centaines de milliers de réfugiés par bateau, parce que c'est vraiment le pays le plus près. Et donc les Italiens, qui voulaient se tailler un petit empire colonial, avaient obtenu la neutralité des Français pour s'implanter en Libye et l'appui des Russes, qui étaient toujours ravis de damer le pion aux Turcs, qui étaient leur grand adversaire de l'époque. Mais de même que les Turcs ont toujours eu beaucoup de mal à soumettre l'ensemble de la Libye, pas seulement sur le plan militaire, encore sur le plan militaire, des guerriers dans le désert, c'est jamais simple, mais aussi tout simplement sur le plan politique. Comment faire pour négocier avec de multiples tribus? Quand vous avez un pouvoir avec un chef, ça peut marcher. Quand la France, au moment de la conquête de l'Algérie, a vaincu l'émir Abdelkader, eh bien, tout s'est simplifié parce qu'il avait centralisé toute la résistance, non pas algérienne parce que ça n'existait pas, mais disons la résistance arabe à l'invasion française. Eh bien, là, c'est pas du tout le cas. Vous avez de multiples tribus, de multiples chefs. Vous savez jamais exactement lesquels sont alliés avec lesquels. Et surtout, il y avait des contingences régionales que les Occidentaux ont toujours eu un peu de mal à comprendre. Alors, l'Italie a quand même réussi sa conquête. Vous voyez que Mussolini est même venu en Libye satisfait de l'achèvement de la conquête dans les années 20-30, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et de 1911 à 1939, eh bien, les Italiens perdront plus de 10 000 hommes dans la conquête de la Libye. Ça n'était pas rien. Et cette guerre fut une guerre terrible. On a beaucoup parlé des répressions italiennes qui étaient violentes parce que beaucoup de pendaisons ont eu lieu par les Italiens. Mais il faut voir aussi le sort qui était réservé aux Italiens quand ils étaient faits prisonniers des combattants en face. Eh bien, franchement, on n'aurait pas aimé être à leur place. Alors, cette colonisation italienne a quand même laissé des traces. Alors, je vous ai mis 3 petits timbres. Vous connaissez maintenant mon coupable goût pour la philatélie. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir comment, lorsqu'on conquiert un pays, lorsqu'un pays obtient son indépendance, lorsqu'une région acquiert son autonomie, lorsqu'il y a une colonisation, des timbres naissent, ça permet de suivre l'histoire. La Libye a quand même été une vraie colonie italienne. Il y a eu beaucoup d'Italiens qui se sont implantés en Libye. Dans les années 20-30, le tiers de la population de Tripoli, la capitale actuelle, était italienne. Des Italiens qui étaient venus s'implanter, qui étaient venus coloniser, comme nous on a fait en Algérie, en Tunisie, en Maroc. Et donc, ça n'était pas juste quelques garnisons qui étaient là. Vous aviez des dizaines et des dizaines de milliers de colons italiens. Et d'ailleurs, l'invasion italienne de 1911 avait pour point de départ le fait que des colons italiens avaient été massacrés. Et donc, c'était pour aider les colons italiens que l'Italie, alors bien sûr, c'était un peu aussi un prétexte, même si ces massacres étaient réels et même si, à certains moments, les colonies italiennes étaient menacées, enfin, les colons italiens étaient menacés parce qu'il y en avait avant la conquête de l'Italie. Pourquoi? Parce que c'est en face. C'est pour ça que l'Italie jouera toujours un rôle en Libye, un rôle original que malheureusement elle oubliera au moment de la guerre de 2011, dont on parlera tout à l'heure. Alors la Libye, ça, c'est la Libye sur le papier, c'est la Libye officielle. Et on verra que c'est pas tout à fait la vraie Libye, en réalité. Donc, cette Libye, vous voyez qu'elle a comme voisin, si on parle de nord-ouest, la Tunisie qui est un refuge encore maintenant pour des islamistes libyens qui passent la frontière allègrement. Et donc, c'est une zone qui est dangereuse en Tunisie, bourrée d'islamistes, et également en Libye. Et ces islamistes font la passerelle entre la Tunisie et la Libye. C'est une frontière extrêmement poreuse, vous l'avez bien compris. Pareil en Algérie. En Algérie, même si le régime algérien a pratiquement détruit le djihadisme dans cette région-là, il a quand même été actif très longtemps. Et là aussi, il y avait de nombreux passages entre l'Algérie et la Libye, de nombreux passages de djihadistes et évidemment de trafic d'armes et de trafic en tout genre.
Et tout en dessous, vous avez le Niger, sous la lettre A de Sahara. Et le Niger, ça c'est très important, parce que vous savez que l'armée française est engagée dans une guerre contre les islamistes dans cette région-là, un peu plus au sud. Et donc, vous avez de très nombreux islamistes qui sont venus de Libye pour s'implanter au Niger. Et donc, ils vont et ils viennent dans toute cette région désertique du Mali, du Niger et du sud de la Libye, qui sont des régions désertiques extrêmement compliquées à contrôler, d'autant que ça n'est pas que un grand désert de sable, comme on peut voir sur certaines images, sur certains dessins. Quand le capitaine Haddock meurt de soif dans le désert, on a l'impression d'une immense étendue de sable, donc très facile à repérer pour des avions s'il y avait des mouvements de blindés. Mais en réalité, vous avez aussi beaucoup de déserts caillouteux, vous avez vous avez une certaine altitude aussi à certains moments, ce qui fait que c'est assez propice pour des djihadistes de se cacher. Et à côté du Niger, vous avez le Tchad, allié traditionnel de la France. Le Tchad est considéré par l'armée française comme le seul allié militaire fiable. L'armée nigériane n'existe pas, l'armée malienne n'existe pas, je suis un peu brutal, hein, mais bon, il faut aller vite, c'est une synthèse. Et l'armée tchadienne existe, contrairement aux autres. Et l'armée tchadienne a été assez précieuse pour l'armée française. Quand on discute avec des militaires français qui ont été là-bas, ils sont unanimes, les Tchadiens sont les seuls sur lesquels on puisse vraiment compter. Et donc les Tchadiens sont très hostiles à l'islamisme, en tout cas le pouvoir tchadien actuel. Et d'ailleurs le président tchadien avait déploré l'intervention franco-anglo-américaine de 2011 qui avait mis fin au régime du colonel Kadhafi. Il l'avait déploré en disant « vous ouvrez la porte au djihadisme, vous ouvrez la porte à l'islamisme ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, même si depuis les choses ont un petit peu évolué, on va le voir. Ensuite, vous avez le Soudan et puis l'Égypte, à côté, évidemment, avec une très très longue frontière avec la Libye, très longue frontière qui fait que l'Égypte est très engagée dans les événements, dans la guerre qui se passe actuellement en Libye. Pour elle, c'est stratégique. Il est extrêmement important pour l'Égypte que la Libye ne tombe pas aux mains des islamistes, parce que parmi les islamistes libyens, vous avez traditionnellement l'État islamique, Daesh, mais il a perdu beaucoup de terrain, et vous avez d'autres mouvements islamistes influencés par les frères musulmans, et les frères musulmans, ce sont les grands ennemis de l'Égypte. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, en Égypte, il y avait eu un pouvoir islamiste qui avait gagné les élections. Ils n'étaient pas arrivés par la guerre et par la terreur, ils avaient gagné les élections. C'était la présidence de Mohamed Morsi. Et ce Mohamed Morsi était totalement frère musulman, donc sous l'influence de la Turquie et du Qatar, qui sont les deux grands pays frères musulmans. Et il y avait eu donc un coup d'État de l'armée. L'armée égyptienne joue un rôle fondamental dans le pouvoir égyptien. Et vous avez maintenant donc le général, le maréchal Sisi, qui lui, musulman, bien sûr, comme tous les dirigeants dans ces pays-là, mais d'une part assez respectueux des chrétiens d'Égypte et d'autre part très hostile aux islamistes. Donc les Égyptiens sont très attentifs à ce qui se passe en Libye et ils interviennent de façon directe, on va le voir tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu la Libye officielle, voilà la vraie Libye. Pour comprendre ce qui se passe en Libye, il faut raisonner avec cette carte-là. Vous avez trois régions, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, ce sont les deux qui comptent. Le Fezzan compte un peu moins, c'est essentiellement un désert, c'est vraiment très peu peuplé, il y a quelques oasis, il y a quand même des habitants, des villes, mais c'est essentiellement du désert. Le Fezzan a été à un moment donné sous influence française et c'était pas extrêmement compliqué à conquérir. Aujourd'hui, le Fezzan joue un rôle secondaire dans le conflit interne à la Libye. Les deux points essentiels, ce sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Alors, le destin de la Libye va basculer, comme beaucoup de ces pays-là, lorsqu'on va découvrir du pétrole. Et du pétrole en masse. La Libye est le premier producteur d'Afrique de pétrole. Et donc, ce pétrole qui se situe essentiellement au nord-centre du pays a joué un grand rôle dans le développement de la Libye et dans une certaine richesse de la Libye. On a quelquefois une image d'un pays relativement pauvre. Ça n'est pas si vrai. Ils ont eu une manne pétrolière assez importante,
ils ont su l'exploiter assez intelligemment. Et de ce point de vue-là, le rôle du colonel Kadhafi, malgré tout le côté odieux, on va le voir, du personnage, le colonel Kadhafi a su utiliser la manne pétrolière pour moderniser son pays, faire de grands travaux, c'est une réalité. Quand on voit aujourd'hui le Venezuela, immense producteur de pétrole, ou l'Irak, grand producteur de pétrole, faire vivre leur population dans la misère, c'est quand même effrayant parce qu'ils ont tous les moyens. Sans parler d'autres pays d'Afrique, le Nigeria par exemple, où la richesse est concentrée sur à peu près 0,1% de la population. Eh bien, la Libye, ça a été davantage partagé, ce qui explique la longévité aussi du colonel Kadhafi à la tête de la Libye. Alors, ce colonel Kadhafi, il fait donc un coup d'État en 1969. Il chasse le régime de l'époque qui n'était pas pire qu'un autre. Enfin bon, c'est des coups d'État militaires, vous savez, ce sont des pays quand même extrêmement instables. Et contrairement à tout ce que tout le monde pouvait penser à l'époque, il va y rester extrêmement longtemps, puisqu'il sera renversé par l'intervention française en 2011. Donc, ça lui fait 40 ans. 40 ans de pouvoir pour le colonel Kadhafi, c'est considérable. Et ces 40 années, contrairement à l'image qu'on peut avoir, ce ne sont pas pour la population libyenne 40 années d'horreur, de terreur, de pauvreté. Ce n'est pas vrai. Le colonel Kadhafi, pourquoi a-t-il tenu aussi longtemps? Parce qu'il a su allier les tribus. Repensez à la carte de tout à l'heure, tripolitaine, cyrénaïque, il a su concilier ces tribus. Il n'y a plus de 120, 130 tribus en Libye, en tout cas largement plus d'une centaine. Et ces tribus sont concentrées donc en tripolitaine, en cyrénaïque, sont partagées à peu près à égalité. Et donc, une tribu, avant d'être libyenne, va être plutôt tripolitaine ou plutôt cyrénaïque. Donc, c'est assez compliqué d'arriver à régner sur ces deux régions qui sont souvent antinomiques, qui sont souvent opposées, d'autant que dans l'histoire, on a constaté que la cyrénaïque regardait toujours du côté de l'Égypte et que la tripolitaine, elle, regardait plutôt du côté de la Tunisie. Et donc, les différents conquérants, qu'ils fussent turcs, italiens, ont toujours eu du mal à rassembler ces deux régions. Et bien, le colonel Kadhafi a réussi, lui. Alors, bien sûr, pas que en serrant des mains et en distribuant de l'argent, encore que ça a joué un très grand rôle, aussi quelquefois en faisant un peu de répression. Mais ça n'a jamais été sur le plan interne un régime de terreur, ce qui explique pourquoi il a duré si longtemps. Par contre, ce brave colonel Kadhafi, s'il n'a pas été un terroriste pour son peuple à l'intérieur, il l'a été à l'extérieur. Il a été à l'extérieur et vous avez sans doute en tête cet attentat de Lockerbie en 1988. Lockerbie, c'est une petite localité écossaise. Cet avion a été piégé et s'est écrasé par le colonel Kadhafi. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il commençait à avoir des vues africaines dans les années qui ont précédé cet attentat. Et il a voulu jouer un rôle plus important que chef d'État libyen. Et donc, ses yeux se sont tournés vers le Tchad, vers le Niger, vers le Soudan. Et les Occidentaux ne voulaient pas qu'il prenne trop d'importance. Il a pour cela alterné des phases islamistes, des phases laïques. Ses convictions dans ce domaine-là ont été parfois fluctuantes. En réalité, la religion du colonel Kadhafi, c'était lui-même, avant tout, mais avec beaucoup d'intelligence. Et donc, cet attentat était une riposte au bombardement dont son armée, et dont lui d'ailleurs à titre personnel, a fait l'objet de la part de l'aviation notamment américaine, française aussi accessoirement. Pas seulement accessoirement, française et américaine. Et donc il s'est vengé. Il s'est vengé en abattant donc, en faisant abattre cet avion et un avion avec essentiellement des Français à bord, donc le DC-10 d'UTA, qui s'est écrasé en 1989 dans le désert et nous avons eu beaucoup de victimes françaises. C'était la vengeance du colonel Kadhafi. Et donc le colonel Kadhafi fut un terroriste à l'extérieur sans l'être à l'intérieur. Et puis, tout s'oublie, tout se pardonne et 2007, Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Et il reçoit en grande pompe Kadhafi. Ça a tout de même stupéfié tout le monde.
La thèse de Nicolas Sarkozy, que sur le principe on peut accepter quand on est chef d'État, il faut parler avec tout le monde. Très bien. On a oublié après cette maxime pour Bachar el-Assad en Syrie, avec lequel on a refusé de parler à partir de 2011. Mais enfin, en tout cas, en 2007, il veut parler à Kadhafi, bien que tout de même, les familles des victimes de l'attentat, vous doutez qu'elles ont assez moyennement apprécié la venue et le tapis rouge qui s'est déroulé sous les pieds de Kadhafi. Vous vous rappelez peut-être des anecdotes célèbres de la tente de Bédouins qui a été plantée et dans laquelle le colonel Kadhafi s'est royalement installé. Donc, il a été reçu et pour lui, évidemment, c'était une sorte de consécration. On a dit, mais allez savoir, qu'il avait contribué, vous connaissez ce scandale, qu'il avait contribué au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. On en a beaucoup parlé, il y a eu des témoignages, il faut reconnaître, assez troublants dans ce domaine-là, mais évidemment, peut-être connaîtrons-nous un jour la vérité, peut-être pas, pour l'instant, elle n'est pas claire, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'empressement de Sarkozy à recevoir Kadhafi en 2007 et de lui dérouler le tapis rouge était quand même assez étonnant. Ça a vraiment étonné tout le monde. De même que son empressement à le renverser en 2011 et à le faire tuer est également assez troublante. Peut-être connaîtrons-nous un jour la vérité, mais ça n'est pas établi. Des assassinats politiques, des assassinats chefs d'État, 100 ans après, certains nous ignorons toujours ce qui s'est passé, donc c'est pas toujours évident. Alors donc en 2007, on lui déroule le tapis rouge. Et puis en 2011, on veut le renverser. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Vous vous rappelez, on en a parlé au moment de la Syrie. Ce sont les printemps arabes. 2011, vous avez toute une série de révoltes qui se passent. Ça part de Tunisie. Je ne sais plus si je vous l'ai raconté au moment de la Syrie, mais ça part d'un petit fait, de rien du tout. Un marchand de légumes tunisien qui se fait contrôler par la police dans un petit village, enfin une petite ville, on va dire, une petite ville très très pauvre de Tunisie. Il veut pas donner le bakchich à la police parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On lui confisque son étal, il n'a plus rien à manger, il n'a plus rien pour nourrir sa famille. Il s'immole par le feu et c'est le début de la révolte dans cette petite ville. Et cette révolte va s'étendre à toute la Tunisie et renverser le régime tunisien. Il va se passer la même chose en Égypte, dans la foulée, quelques semaines après, fin 2010, début 2011. Et il va y avoir deux extensions majeures, il y en aura d'autres plus petites, mais deux extensions majeures à ce qu'on a appelé ces printemps arabes, qui n'étaient guère printaniers en réalité. C'est en Syrie et en Libye. Alors en Libye, c'était un petit peu plus surprenant qu'ailleurs, parce que en Tunisie, en Égypte, en Syrie, les islamistes seront très vite à la manœuvre. Pas dire que c'était un complot, mais en attendant, tout était prêt quand même. Tout était prêt et très vite, tous les islamistes de ces trois pays ont eu des armes, ont eu de l'argent et ils ont failli renverser le régime syrien et ils ont en tout cas renversé le régime tunisien et le régime égyptien. Et donc, les printemps arabes s'étendent en Libye et une répression se passe, mais sans que dans un premier temps, on puisse penser que ça peut aboutir au renversement du régime libyen. Et puis ça va se durcir. Février-mars 2011, vous avez des maquis islamistes qui apparaissent et qui commencent à conquérir du terrain, à massacrer des garnisons dans telle ou telle ville qui est conquise, et l'armée libyenne commence à reculer. Et vous avez une guerre, une vraie guerre, qui va faire plusieurs milliers de morts de chaque côté, qui commence février-mars 2011. Alors pourquoi les Occidentaux sont intervenus avec autant de vigueur pour renverser Kadhafi et le faire tuer? Parce que c'est quand même comme ça qu'il faut appeler les choses, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Alors on peut se perdre en conjecture, mais il faut reconnaître que le fer de lance de l'intervention, c'est une personne, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy parle à Obama et lui dit « Il se passe des choses horribles en Libye, Kadhafi est en train de faire des massacres, ce qui est une blague, parce que les massacres sont absolument réciproques. C'est une guerre civile qui commence. Et donc, il faut intervenir et protéger
la population libyenne. Obama hésite un peu. Et puis, là-dessus se passe la reconquête progressive du terrain perdu par l'armée libyenne. Elle regagne du terrain et elle se rapproche du centre de la contestation anti-Kadhafi, mais largement islamiste, même s'il y avait aussi des raisons sociales à cette révolte. Mais l'islamisation de la révolte est intervenue assez vite, et vous avez une ville qui se trouve en Cyrénaïque, qui s'appelle Benghazi, qui était devenue le centre de la contestation islamiste. Elle avait été conquise par les islamistes, qui avaient massacré à peu près tout ce qu'ils trouvaient de kadhafistes, et ensuite ils tenaient solidement la ville. Solidement, mais à l'échelle du conflit libyen. On parle de quelques milliers d'hommes, dizaines de milliers d'hommes de chaque côté, avec un armement qui n'est pas du dernier cri. Et donc Kadhafi, encouragé par ses derniers succès, veut procéder à la reconquête de Benghazi. Et donc il envoie ce qu'on a appelé une immense colonne de chars. Alors, vérification faite, il y en avait 20. Pas un de plus, pas un de moins. Il y avait 20 chars dans le désert, mais ça suffisait pour reprendre Benghazi. Il y avait 20 chars dans le désert qui s'apprêtaient à reconquérir Benghazi, et les hommes qui accompagnaient ces chars, peut-être 3000, 4000. Bon. Donc, l'immense armée libyenne et l'immense arme blindée libyenne marchent vers Benghazi pour la reconquérir. Et c'est à ce moment-là que va se répandre en Occident, c'est une grande spécialité, une immense désinformation, immense, consistant à dire « c'est épouvantable, l'armée de Kadhafi se prépare à un immense massacre à Benghazi ». En réalité, évidemment qu'il y aurait eu des massacres, évidemment. Mais encore une fois, il y en avait des deux côtés et c'était finalement une reconquête. Pourquoi ne pas s'en mêler quand on est dans un pays occidental? Mais ce qui est très étonnant, c'est ce choix délibéré de lâcher Kadhafi, et c'est même pas une vengeance à la suite de l'avion où il y avait beaucoup de Français qui a été abattu, puisque dans l'intervalle, on lui a déroulé le tapis rouge en 2007. Donc c'est assez déconcertant de voir à quelle vitesse on a lâché quelqu'un qui était au pouvoir depuis 40 ans et qui avait, en plus, ces dernières années, officiellement renoncé au terrorisme. Il avait à demi-mot reconnu sa responsabilité, à demi-mot, dans les attentats, et il avait dit qu'il y renonçait et il s'était engagé, écoutez bien, il s'était engagé à contrôler l'immigration et que la Libye ne soit jamais une passoire à immigration. Et donc, tout semblait arrangé et tout semblait mûr pour, non pas une alliance, mais enfin en tout cas un pays stable, consolidé, où un dirigeant, somme toute, à peu près accepté de sa population, eh bien, était en place et ne demandait qu'à une chose, c'est de se tenir tranquille. Donc, on a voulu renverser cet homme-là. Les raisons stratégiques sont quand même assez obscures et les raisons personnelles semblent tout de même l'avoir emporté. Alors, pour toutes ces raisons-là, Obama n'est pas plus chaud que ça. Et puis, vous savez, Obama, on l'oppose toujours à Trump. Mais en réalité, ils ont des points communs, plus qu'on ne pourrait le croire. Pas en politique intérieure, ça c'est sûr. En politique intérieure, tous les opposent. Mais en politique extérieure, aussi bien Trump qu'Obama ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'intervention extérieure. Ils savent très bien que les années Bush, avec le père Bush, on en a parlé la dernière fois, et sa première invasion de l'Irak, et le fils Bush avec la nouvelle invasion de l'Irak en 2003, et le désastre géopolitique qui a suivi, ils savent très bien que la population américaine est lasse de tout ça et qu'elle en a assez de ces interventions dans le monde entier, dans des pays qu'elle ne situe même pas sur la carte et dont elle a à peine, voire pas du tout, entendu parler. Obama sait très bien tout ça. Alors, Sarkozy contourne l'obstacle et va voir James Cameron, le Premier ministre conservateur de l'époque. Ils s'entendent très bien. Et Sarkozy lui dit, c'est épouvantable, grand massacre. Et puis, en politique intérieure, ils se le disent, et en fait, ça a joué aussi. Ce sera très bien une belle intervention extérieure. En tout cas, chez James Cameron, ça a été une motivation assez forte. On peut penser que chez Sarkozy aussi. En politique intérieure, ce sera, n'oubliez pas qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle française à ce moment-là, en 2011. Ce sera très bien d'intervenir
pour finalement renverser Kadhafi, que dans le monde entier, personne n'aime particulièrement, et par ailleurs, de se présenter comme sauveur d'une population menacée. La population menacée, c'est une ville, en réalité, Benghazi, tenue par des islamistes. Toute l'imposture est là. Alors Cameron marche, et il dit à Sarkozy, d'accord. Bon, mais sans les Américains, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on va contourner l'obstacle Obama et on va se rapprocher de sa secrétaire d'État préférée que vous avez là, devant François Fillon et Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton, celle qui sera battue par Donald Trump. Et elle est toujours de l'ancien monde belliciste et interventionniste américain. Et elle veut intervenir. Elle trouve ça très bien, la défense des droits de l'homme, et puis une implantation américaine dans un pays où finalement l'Amérique n'est pas présente. Sur le plan géostratégique, ça lui va assez bien. Et puis elle est quand même assez proche de ces néo-conservateurs qui avaient gravité autour de George Bush, avec notamment John Bolton. Cette fois, je ne me trompe pas de nom, c'est pas Steve Bannon, c'est John Bolton, avec notamment John Bolton et d'autres, Brzezinski et autres, qui avaient élaboré ces théories des néoconservateurs bellicistes, à savoir, il faut que l'Amérique implante la démocratie dans le monde entier. Parce que l'Amérique est le gendarme du monde, et donc c'est une responsabilité morale que nous avons. Et donc l'idée, c'est toujours d'implanter la démocratie. Ça n'a jamais existé en Libye, jamais. Mais quand même, c'est pas grave. D'ailleurs, en Irak non plus, en Syrie non plus. Mais c'est pas grave. On va implanter la démocratie parce que la démocratie occidentale, ça va être le bonheur de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient qui en rêvait tous les jours, comme chacun sait. Donc, Hillary Clinton marche et convainc Obama, qui se laisse fléchir sur un argument sur lequel il était assez difficile quand même de s'opposer complètement et totalement. Eh bien, cet argument, c'est de dire il y aura un bain de sang à Benghazi et nous en serons responsables. Alors évidemment, quand on dit ça à un chef d'État, il hésite avant de dire non. Il faut être très très courageux pour dire non. Il dit mais si tout Benghazi est un flot de sang et qu'il y a 50 000 morts à Benghazi, de quoi j'aurais l'air? Donc, évidemment, il cède. Et l'opération se met donc en place. Le seul problème, c'est qu'il faut un accord de l'ONU. Sarkozy et Cameron y tiennent. Les Américains, comme vous le savez, ça dépend des moments. On demande, si l'ONU dit oui, c'est bien, si l'ONU dit non, c'est pas grave, on envoie l'OTAN. Mais Sarkozy et Cameron tiennent à ce que les règles juridiques soient respectées, et donc on demande à l'ONU. Et là, il va y avoir une opération assez subtile, parce qu'il faut contourner la Chine et la Russie, qui ont droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, on leur dit, écoutez, il faut quand même, au minimum, empêcher l'armée libyenne. Tout ça se passe en 2 jours, 3 jours, la décision. Il faut empêcher l'armée libyenne de faire ce grand massacre attendu à Benghazi. Et pour leur bonheur, le président russe n'est pas Poutine à ce moment-là. Parce que vous savez, la constitution russe empêche un président russe d'être président 3 fois de suite. Donc, Poutine l'avait déjà été 2 fois, et il a fait un petit rock, comme on dit aux échecs, avec son ami Medvedev, qui était Premier ministre, qui est devenu président, et Poutine est devenu Premier ministre. Bon. Mais ça n'était pas qu'une fiction, contrairement à ce que racontaient tous les jours Le Monde et Le Figaro, qui sont mes bêtes noires en géopolitique. Ça n'était pas simplement une entourloupe ni une fiction, parce qu'en réalité, Poutine a toujours fait attention à ce que Medvedev préside la Russie. Bien sûr qu'il avait un œil sur beaucoup de choses, mais c'était quand même Medvedev qui décidait, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Poutine ne prenait pas grand risque parce que Medvedev était évidemment moins, j'ose pas dire moins intelligent, parce que c'est un homme intelligent, mais enfin, en tout cas, il avait sûrement moins de sens politique et moins de sens géostratégique que Poutine. Et Medvedev va se laisser convaincre sur un argument. On va juste empêcher le massacre et on va faire autour de Benghazi une zone d'exclusion aérienne. Bien. Et donc, les avions libyens n'ont plus le droit d'intervenir, sinon on les abat, et puis les opérations s'arrêtent là. Et Medvedev se laisse convaincre, il dit bon d'accord, on s'abstient. Et donc les Chinois qui regardent ça d'un air intéressé se disent on va pas être les seuls à mettre le veto, bien qu'ils n'étaient pas du tout emballés par cette histoire, et les Chinois disent bon allez d'accord, on fait comme les Russes, on s'abstient. Et donc une résolution de l'ONU est à ce moment-là votée.
qui vote une zone d'exclusion aérienne autour de Benghazi. Et c'est tout. Et il est marqué dans cette résolution qu'il n'y aura pas d'intervention au sol des troupes de l'OTAN qui viennent donc à la demande de l'ONU pour cette intervention. Et vous avez donc les frappes qui commencent, mais qui ne sont pas encore complètement en opposition avec la résolution de l'ONU, parce que ces frappes sont tirées depuis des bateaux, depuis des avions. Il n'y a aucun homme au sol, et il s'agit juste d'empêcher l'armée libyenne de s'approcher de Benghazi. Alors, la fiction commence parce que les 20 chars libyens, vous imaginez qu'il a fallu à peu près 10 minutes pour les démolir. Quand vous balancez, vous voyez, 110 missiles de croisière Tomahawk qui sont d'une précision absolument redoutable. J'ai lu quelque part qu'un missile envoyé par un avion français à 55 km avait abattu un char. C'est quand même d'une très haute précision tout ça. Donc quand je dis qu'il a fallu 5 minutes pour abattre les 20 chars libyens, je pense même être au-dessus de la vérité. Donc il y a déjà, c'est fini, Benghazi ne risque plus rien et Kadhafi tente de négocier. Mais toute négociation lui est refusée et une grande armada se met en place. Une armada qui semble complètement disproportionnée par rapport à ce qu'il y a en face. Et donc, le Royaume-Uni envoie des bombardiers, des sous-marins, les Italiens, alors là, incompréhensible. Ils suivent les Anglais, les Américains et les Français dans cette opération OTAN qui va aboutir à un chaos. Et eux n'ont pas d'excuses. Parce que contrairement aux Américains, aux Anglais, ils connaissent parfaitement la Libye. Ils l'ont gérée. Quand il y a une culture qui s'est transmise, donc ils savent très bien que Kadhafi a été le seul à pouvoir réunir toutes les tribus, aussi bien de Cyrénaïque que de Tripolitaine, et avoir fait la fusion en quelque sorte. C'est le seul moment dans l'histoire de la Libye où la Libye a existé. Eh bien, les Italiens, mystérieusement, vont participer à ça. Alors on aura, vous voyez, des Danois, des Espagnols, des Belges, des Norvégiens, des Qataris. Alors ça, les Qataris étaient là en première ligne, évidemment, parce que ils sont pas de l'OTAN, hein, mais il fallait quand même aider les frères musulmans. Et puis les Français et les Américains sont là en première ligne. Et bien évidemment, en quelques semaines, il n'y a plus d'armée libyenne. Alors Benghazi est sauvé, c'est formidable. Et donc vous avez les vainqueurs de l'opération, vous avez Nicolas Sarkozy et James Cameron qui vont recueillir les lauriers de leur victoire. Et qui voyez-vous juste derrière Nicolas Sarkozy et James Cameron, entre les deux? Notre vice-ministre des Affaires étrangères, enfin notre pseudo, le philosophe ministre, BHL. BHL qui, comme dans les Balkans, quelques années avant, où il avait fait jouer un rôle diplomatique important en faveur des Bosniaques contre les Serbes, eh bien là, il a joué un rôle absolument majeur. Et il a fait la tournée des popotes dans toute l'Europe. Et il a beaucoup parlé à Sarkozy, qui le recevait à peu près tous les soirs pendant ses opérations, pour sauver Benghazi, c'est-à-dire les islamistes de Benghazi. Et donc, dans cette visite à Benghazi qui est restée célèbre, parce que Sarkozy a dit après, c'est un des moments les plus émouvants de ma vie, toute la ville m'a acclamé. Ah bah oui, tous les islamistes de la ville l'ont acclamé, ça c'est sûr. Les autres aussi, par la même occasion, parce que, évidemment, si les troupes de Kadhafi étaient entrées dans Benghazi, ils auraient peut-être pas fait le tri exact entre les islamistes et les non-islamistes. Tout ça, ils sont quand même des mœurs un petit peu brutales. Et il y a assez peu de prisonniers. Donc, on peut comprendre que les Benghazi étaient plutôt satisfaits que Kadhafi n'entre pas dans Benghazi. En attendant, donc, ils se font acclamer. Et c'est le triomphe de l'opération. Et ce triomphe ne va pas durer très longtemps. D'abord, les opérations durent un petit peu plus longtemps que prévu parce que Kadhafi, le bougre, ne se laisse pas prendre comme ça. Kadhafi résiste, il a des hommes à lui, il a ses fils qui dirigent plusieurs régiments, c'est des bouts de régiments, mais quand même, ce sont plusieurs milliers d'hommes, et comme en face, il n'y a pas beaucoup de combattants, eh bien, progressivement, à la grande surprise des Occidentaux, tout au long de juillet, août, septembre 2011, eh bien, la toute petite armée de Kadhafi, qui n'a plus d'avions, qui a quasiment plus de chars,
et qui donc se promènent dans des pick-up à la façon Daesh dans le désert syrien, eh bien, ils vont reconquérir du terrain. Alors là, les Occidentaux sont bien embêtés parce qu'ils s'aperçoivent qu'en face, il n'y a rien. Et que les quelques islamistes qui sont là ne sont pas des foudres de guerre, ne sont pas les islamistes syriens d'aujourd'hui, ils n'ont pas 10 ans de guerre derrière eux, et donc ils ne sont pas très très forts en réalité. Donc Kadhafi regagne du terrain, et c'est à ce moment-là qu'on viole totalement, ce qui était déjà le cas quand même depuis quelques semaines, mais on viole totalement la résolution de l'ONU, et on envoie les Français, les Américains, des forces spéciales au sol pour aider les islamistes. Et ce sont ces forces spéciales qui vont inverser le courant des opérations. Les hommes de Kadhafi vont se faire poursuivre et le pire du pire, c'est quand le dernier réduit de Kadhafi est en passe d'être reconquis, Kadhafi s'enfuit avec ses derniers hommes, les quelques dizaines et ses fils. Il s'enfuit dans des véhicules civils banalisés. Et ce sont des avions de l'OTAN qui vont détruire ces véhicules. Pas tous. Kadhafi s'enfuit à pied et lui et son fils sont arrêtés et tués dans des conditions abominables à quelques pas des forces spéciales françaises et américaines. Ça n'est quand même pas à l'honneur de la France. Et les Russes ne pardonneront jamais aux Occidentaux ce manquement à la parole. Et donc, après, quand je lis dans le Figaro et Le Monde que c'est épouvantable, les Russes ont encore mis leur veto, avec les Chinois de plus en plus, ont encore mis leur veto à une résolution contre la Syrie, contre Bachar el-Assad, contre les massacres en Syrie, contre ceci, contre cela. Mais Poutine a dit plusieurs fois, mais depuis votre résolution libyenne, on ne peut plus vous faire confiance. Donc, pas d'inspection, pas de troupes occidentales là-bas. Alors, les Américains sont implantés de force. Et les Russes ont fermé les yeux sur les forces spéciales françaises qui ont été en Syrie, parce que leur rôle s'est borné, et c'était un excellent rôle cette fois, à abattre des islamistes français. Et c'est François Hollande, curieusement, qui donnait cet ordre, abattez les islamistes français. Et donc, il y a eu toute une série, alors je ne parle pas d'assassinat, d'élimination ciblée d'islamistes français de Daesh par les forces françaises, forces spéciales en Syrie. Et donc, en Libye, ces forces spéciales ont joué ce rôle-là. Et donc, aujourd'hui, c'est un des événements qui a creusé un peu plus le fossé entre les Russes et les Occidentaux. Et lorsque la guerre va éclater en Syrie en 2011, il y a là un pont entre la Libye et la Syrie. Il faut bien voir l'enchaînement des événements. Les Russes vont observer de très près la situation en Syrie. Ils vont voir la DGSE française, la CIA armer les islamistes en Syrie, comme ils les ont vus à l'heure avant en Libye. Et puis, eh bien, lorsque les islamistes, aidés par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la CIA, la Turquie, vont finir par submerger l'armée syrienne, à ce moment-là, les Russes interviennent et l'expérience libyenne a joué un rôle dans cette intervention russe sur le thème maintenant. Ça suffit et nous sommes assez forts pour nous y opposer. Alors 2011, donc, Kadhafi est assassiné, son fils aussi, dans des conditions abominables, je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qui s'installe en Libye? Eh bien, le chaos, le désordre, forcément. Alors, il y a des élections, bien sûr. Il y a un gouvernement provisoire, il y a des hommes qui sont élus, qui ne contrôlent rien. La Tripolitaine vit sa vie, le Faisan au sud vit sa vie, la Cyrénaïque vit sa vie. Et encore, quand je dis ça, je suis optimiste. En réalité, tout est fragmenté partout. Et les Américains vont payer cher cette opération qu'on pourrait qualifier d'anarchie géostratégique, d'anarchie géopolitique, tellement c'est une aberration, cette intervention. Et donc, leur ambassadeur, qui s'appelait Stevens, va être assassiné par les islamistes en 2012. L'ambassade américaine est encore à Benghazi, bien que la capitale soit Tripoli, mais il n'y a plus d'État, ils sont restés là, dans cette ville islamiste. Dans cette ville islamiste qu'ils ont libérée. Et un jour, il y a un mouvement islamiste qui va attaquer l'ambassade américaine et qui va tuer les soldats et l'ambassadeur Stevens. En plus, il a été mal payé de retour, ce malheureux Stevens, parce qu'il avait énormément contribué en Libye à l'intervention américaine et au sauvetage de Benghazi.
Et donc, chez les Américains, ça a été une tragédie. Ça a été une tragédie. Ils ont eu beaucoup de mal à s'en remettre sur le plan psychologique, sur le plan politique. Un ambassadeur assassiné. Nous, on se rappelle encore de l'ambassadeur de Lamar, assassiné au Liban. Ça avait fait beaucoup de bruit aussi. Mais surtout, l'affaire va prendre une ampleur encore plus importante parce que il va y avoir le scandale des mails d'Hillary Clinton qui vont être révélés au grand public et dont beaucoup parlent de la Libye, dont beaucoup sont des échanges avec l'ambassadeur Stevens. Et donc, lors de sa campagne électorale contre Donald Trump, les mails imprudents d'Hillary Clinton, dont beaucoup provenaient de son ordinateur personnel, et c'est donc comme ça qu'ils ont pu être découverts, entre autres, eh bien, ça a beaucoup contribué à la décrédibilisation d'Hillary Clinton. Et évidemment, dans leur débat, Donald Trump avait beau jeu de dire à Hillary Clinton « Mais enfin, vous avez mis la sécurité du pays en danger en utilisant votre ordinateur personnel pour envoyer des mails ultra confidentiels à un ambassadeur américain. » Et donc, ça lui a coûté cher, cette histoire. Donc, l'affaire libyenne a eu de beaucoup plus grandes répercussions que la seule Libye. Et donc, dans l'anarchie qui suit, eh bien évidemment, qui dit anarchie dans ces pays-là dit islamiste. Et donc, les islamistes vont être à la manœuvre et comme il n'y a plus de régime, eh bien, ça part dans tous les sens. On est dans une anarchie avec un mélange d'islamistes, de non-islamistes. Plus personne ne s'y retrouve. Et donc, comme c'est l'anarchie, eh bien, ce à quoi s'était engagé le colonel Kadhafi, c'est-à-dire d'empêcher une immigration massive passant sur son sol et s'embarquant en Méditerranée, eh bien, ça va se produire parce qu'il n'y a plus d'État. Et donc, vous avez beaucoup de Libyens, des milliers de Libyens qui se reconvertissent en passeurs, en trafiquants d'esclaves, on ne peut pas appeler ça autrement, des trafiquants d'esclaves qui paieront des fortunes pour certains se noyer en Méditerranée et d'autres se faire accueillir en Espagne, en Sicile, à Lampedusa, sur la petite île au large de la Sicile, la plus proche de la côte libyenne. C'est une immense invasion qui suit l'immense invasion pédestre des Balkans. Et donc, la conséquence de cette invasion libyenne, enfin de cette opération militaire de l'OTAN en Libye, elle est là aussi. Elle est là aussi. Et autant je suis ravi qu'il y ait eu une intervention russe en Syrie qui ait empêché Daesh de prendre le pouvoir, ceux qui me disent aujourd'hui Bachar el-Assad, tyran, dictateur, oui, ce sera toujours mieux que Daesh. Et moi, je pense aux chrétiens syriens qui ont toujours été protégés par Bachar el-Assad et qui auraient été égorgés sous Daesh. Mais la conséquence désastreuse pour nous occidentaux, c'est ça, c'est-à-dire une immigration incontrôlée qui vient de toute l'Afrique et qui passe par la Libye, qui n'a plus d'État. Alors, petit à petit, quand même, la nature a horreur du vide, l'anarchie ne peut pas durer tout le temps. Et donc, vous avez deux hommes qui émergent, Haftar et Sarraj, et qui sont en train de se faire la guerre. À gauche, vous avez Haftar, c'est l'homme de la Cyrénaïque. Donc, la Cyrénaïque, la région qui est contre l'Égypte. Et à droite, vous avez Sarraj, qui est reconnu par la communauté internationale comme le dirigeant de la Libye et qui, lui, donc, est en Tripolitaine. Entre parenthèses, on se demande un peu pourquoi la communauté internationale, en tout cas l'ONU, a reconnu Sarraj et pas Haftar. Je pense que s'ils avaient tiré à pile ou face, c'était à peu près pareil, parce que chacun possédait à peu près la moitié du pays. Haftar s'est imposé en Cyrénaïque, Sarraj s'est imposé en Tripolitaine, chacun possède à peu près la moitié du pays. Et pour des raisons obscures qui n'appartiennent qu'à cette grande organisation inutile qui s'appelle l'ONU, eh bien, l'ONU a choisi Sarraj. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous voyez ici Haftar, à gauche, avec le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov. Et de l'autre côté, Sarraj, avec son ami Erdogan. Alors, on avait parlé la dernière fois, lors de la Turquie, lors des exposés sur la Turquie, on avait parlé, vous savez, de l'accord entre Erdogan et Sarraj. Pourquoi Erdogan se précipite pour aider Sarraj? D'abord, il va aider le plus islamiste des deux, soyons clairs. Haftar a aussi des islamistes dans ses rangs, il n'est pas blanc-bleu sur l'histoire. Mais Sarraj, c'est vraiment celui qui s'est appuyé sur les milices islamistes en Tripolitaine. Eh bien,
Erdogan, quand il a vu que Sarraj était en difficulté et que petit à petit, non pas l'armée d'Haftar, ça m'amuse toujours de lire l'armée d'Haftar ou l'armée de Sarraj, c'est pas vrai, il n'y a pas d'armée d'Haftar, il n'y a pas d'armée de Sarraj. Il y a des tribus qui, à tel ou tel moment, vont faire alliance avec Sarraj, vont faire alliance avec Haftar, en échange d'argent, et peut-être plus tard, s'ils gagnent, si c'est un bon pari, d'être bien récompensés, toujours en espèces sonnantes et trébuchantes. Ça n'est rien d'autre. Parce que dans le fond, idéologiquement, qu'est-ce qui les sépare? Pas grand-chose, bien sûr, peut-être Sarraj est vaguement plus islamiste qu'Haftar, et encore, c'est même pas sûr. Puisqu'à certains moments, Haftar n'a pas craint de s'allier avec des islamistes, et à d'autres moments, Sarraj n'a pas craint de s'allier avec des milices qui étaient moins islamistes. Donc, c'est un jeu uniquement de pouvoir. C'est un jeu uniquement personnel. Que l'ONU ait choisi l'un des deux, ça fait partie des étrangetés de l'ONU. Alors, la Turquie, pourquoi intervient-elle là-dedans? Bien sûr, elle rappelle que la Libye a appartenu à l'Empire ottoman. Oui, enfin, à ce compte-là, tout le bassin méditerranéen, à une époque, ça n'est pas une raison. Ils vont pas essayer de récupérer demain Malte et la Sicile, n'exagérons rien. Donc, la vraie raison, on l'a vu la dernière fois, c'est le gaz. Il y a une énorme nappe de gaz dans une bande d'eau en Méditerranée qui rejoint directement la Turquie à la Libye. Et cette bande de gaz est évidemment l'objet de convoitises. De grands forages ont commencé autour de Chypre, des forages légaux, comme ceux de Chypre même, et des forages illégaux, comme ceux de la Turquie, qui ne craint aucune illégalité. Et donc, Erdogan a proposé à Sarraj, je t'envoie des hommes, je t'envoie des drones, je t'envoie des bateaux, je t'envoie une aviation, et à partir de ce moment-là, pas une aviation d'ailleurs, des drones, et à partir de ce moment-là, tu vas inverser le cours de la guerre, parce qu'Erdogan est tout sauf idiot, et donc il avait d'excellents rapports de ses services secrets sur place, qui lui avaient bien indiqué que c'était quand même deux armées à peu près aussi nulles l'une que l'autre qui s'affrontaient, et que donc il suffisait d'une intervention un peu vigoureuse et un peu organisée pour faire pencher le cours de l'histoire. Et donc, Erdogan lui a dit, je te sauve la mise, et en échange, on fait une alliance gazière, et nous partageons le gaz de Méditerranée qui va de la Turquie à la Libye. Évidemment, petit problème, sur la route, il y a l'île de Crète, quand même pas un îlot rocheux, et donc ça spolie totalement les droits des Grecs qui hurlent, et l'ONU, toujours aussi utile, se gratte le crâne en se disant bon sang, comment sortir de cette histoire? Personne, évidemment, n'ira dire à Erdogan maintenant ça suffit. Le seul qui parle avec lui d'égal à égal, c'est Poutine. Et Poutine, cette histoire gazière, pour l'instant, il ne s'en occupe pas, puisque lui, il a des accords gaziers et pétroliers avec Erdogan. Et puis, c'est pas son sujet parce que c'est pas exactement dans sa zone stratégique. Par contre, Poutine s'intéresse à la Libye. Et on pouvait penser que la Russie allait mettre toutes ses forces, enfin une partie de ses forces, en faveur d'Haftar pour faire pencher la balance quand Erdogan a commencé à envoyer ses drones et ses hommes. Entre parenthèses, Erdogan a envoyé plusieurs milliers de Syriens islamistes qu'il a retirés du front nord syrien, à la grande joie de l'armée syrienne, et qu'il a envoyés en Libye. De force, je vous rassure. Alors, la solde est importante, bien évidemment. Mais c'était tellement de force que plusieurs se sont enfuis et ont essayé de rejoindre l'Italie. Il y a eu plusieurs centaines de miliciens qui se sont enfuis en Italie et qui se sont dit non mais là ça va, faire la guerre en Syrie dans notre pays c'est bien, mais en Libye il faut pas exagérer, on sait même pas avec qui, contre qui, on s'en va. Donc ça a été assez rocambolesque comme histoire, mais enfin en attendant, la solde est importante, ce sont devenus des mercenaires d'Erdogan, et ça, plus les drones turcs qui ont été d'une très grande efficacité, eh bien ça a fait pencher le cours de l'histoire. Devant ça, Poutine et Erdogan ont parlé. Ils ont discuté, et du coup, Emmanuel Macron, notre sémillant président, qui se voit comme un grand diplomate international, s'est dit, ben moi, puisque, après tout, Erdogan est engagé dans un camp, Poutine dans l'autre, et que les Américains, traumatisés par ce qui s'est passé en Libye, ne veulent plus entendre parler de la Libye et que les Anglais maintenant sont complètement hors jeu, eh bien donc, moi je vais réconcilier
Haftar et Sarraj organisent une grande réunion qui sera, je vous rassure, parfaitement inutile. Et donc, Haftar et Sarraj ont beau se serrer la main, il ne se passera rien. Il y a eu une petite trêve le temps du dîner, et puis le lendemain, tout le monde a recommencé à se battre en Libye. Les deux vrais acteurs, ce sont eux. Ce sont eux qui décident. Et alors là, il y a quelques subtilités géopolitiques délicieusement complexes. On pourrait se dire, après tout, Poutine soutient un camp, Erdogan un autre. Bon, ils sont obligés de se parler. Mais tout à coup, Erdogan change de braquet et envoie ce qu'il faut pour que son protégé gagne la guerre. Que va faire Poutine? Eh bien, Poutine, il va discuter. Et il va convoquer Haftar, Sarraj et inviter Erdogan, ne convoque pas Erdogan, à Moscou pour une discussion. Et là, Haftar va faire l'erreur de sa vie. Il est persuadé qu'il va gagner la guerre. Parce que ces hommes sont aux portes de Tripoli. La Cyrénaïque est solidement tenue et la Tripolitaine est en train de tomber. Et donc, aux portes de Tripoli, il est dans la banlieue de Tripoli, il a pris l'aéroport international de Tripoli. Et donc, Haftar est persuadé qu'il va gagner. Et donc, il dit à Poutine, non, je ne signe pas d'accord de paix. Je ne signerai pas d'accord parce que je vais gagner la guerre. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que les Russes aussi ont leur service secret sur place. Tout le monde a un service secret sur place. Et donc, ils savaient pertinemment que ce sont deux armées faméliques et nulles qui s'affrontaient. Et que si les Turcs, qui n'ont pas une armée nulle, et qui technologiquement ont beaucoup appris, ils sont membres de l'OTAN depuis des décennies, et ils savent se servir de bateaux, d'avions et de drones. Et donc, ils savaient très bien que l'intervention d'Erdogan allait renverser la vapeur. Et donc, Poutine a dit à Haftar, il faut signer, parce que moi, je ne vais pas refaire l'opération syrienne. C'est la Libye, ça m'intéresse beaucoup sur le plan géostratégique, mais moins que la Syrie, et donc je n'y engage pas mes hommes. Haftar a claqué la porte et il est rentré en Cyrénaïque, reprendre la guerre. Les Russes ont été vexés et ont laissé tomber Haftar du jour au lendemain. Et ils les ont tellement bien laissés tomber qu'il y a eu un mouvement qui n'allait tromper personne, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un mois. Vous savez, il n'y avait pas de Russes au sol en Libye, mais il y avait un groupe de mercenaires, le fameux groupe Wagner, dirigé et créé par un milliardaire russe très lié à Poutine. Et donc, ces hommes de Wagner, qui ont eu pas mal de morts d'ailleurs dans l'histoire, ces hommes de Wagner, plusieurs centaines, eh bien, se sont un jour repliés. Ils sont montés dans les camions et ils sont repartis vers la Cyrénaïque, quittant le front de Tripoli. Ça n'a pas fait un pli. Après, les drones ont commencé à pilonner ce qu'il restait. Pas un homme de Wagner n'est mort par un drone turc. On a fait très attention à tout ça. Et donc, eh bien, la situation s'est inversée et les hommes de Wagner sont partis. Et aujourd'hui, tous les jours qui passent, quand on regarde sur la carte l'évolution des combats, eh bien, tous les jours, Haftar perd plusieurs kilomètres carrés. L'enjeu aujourd'hui est pétrolier, puisque les troupes de Sarraj se rapprochent du nord, du centre-nord, exactement entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Et c'est là que sont tous les champs pétrolifères. Et c'est la conquête de la ville de Sirte, non facile à retenir pour ceux qui ont lu le très beau roman de Julien Gracq, Le rivage des Sirtes. Je ne sais pas si c'est inspiré de cette ville libyenne. En tout cas, cette ville de Sirte, eh bien, c'est l'enjeu stratégique actuel. Si les hommes de Sarraj arrivent à prendre Sirte, ils mettront la main sur une partie du pétrole. Mais au fond, est-ce là le plus important? Peut-être pas. Le plus important, c'est ce que ces deux hommes ont conclu ensemble. Et ça, évidemment, on ne le sait pas tout à fait. C'est le genre d'accord qu'on ne sait qu'après. On peut peut-être penser, mais là, je suis vraiment dans les hypothèses, mais on commence à connaître Poutine. Que va-t-il échanger? Eh bien, d'abord que peut-être Sarraj s'arrête aux portes de la Cyrénaïque, parce qu'il ne veut pas repartir dans une guérilla interminable. Si Sarraj, qui est solidement implanté en Tripolitaine, envahit la Cyrénaïque, on va repartir dans des conflits interminables, parce que les tribus de Cyrénaïque ne vont pas accepter d'être soumises aux tribus tripolitaines. Et puis Haftar lui-même, bon, maintenant, on peut considérer qu'il est hors jeu. Donc les Russes cherchent aussi un autre homme.
au fond, une partition de la Libye. Pourquoi pas? Bon, ce ne serait pas accepté par la communauté internationale, alors il faut faire attention. Mais ça peut être une hypothèse de travail. En tout cas, une autre hypothèse, c'est que Erdogan, comme vous savez, est implanté en Syrie. La province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, tenue à la fois par ses troupes et à la fois par des milices islamistes, certaines qu'il contrôle et d'autres qu'il ne contrôle pas, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. On peut penser aussi qu'à un moment donné, Poutine lui a dit « tu lâches un peu de terrain en Syrie et moi je lâche un peu de terrain en Libye. En clair, je lâche Haftar. De toute façon, ce crétin n'avait qu'à signer l'accord quand je lui avais dit au mois de janvier, il s'est cru plus fort que tout le monde, eh bien il s'est trompé. Donc tant pis pour Haftar qui va prendre la porte bientôt. Il va peut-être se maintenir un peu en Cyrénaïque, mais à terme il est condamné. Et donc, je lâche Haftar, mais en Syrie, pédale douce. Et donc les prochaines semaines seront très intéressantes, aussi bien en Libye, pour voir comment évoluent les opérations, où s'arrêteront les troupes de Sarraj, elles n'ont plus grand-chose en face d'elles, mais elles-mêmes ne sont pas exceptionnelles, et s'il n'y a plus l'appui turc, il ne se passera plus grand-chose. Et puis, que se passera-t-il en Syrie? Est-ce qu'une nouvelle offensive de l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, va se relancer dans le nord-ouest de la Syrie? Pourquoi pas? Parce qu'après tout, les Syriens ne rêvent que d'une chose, c'est de reconquérir le nord-ouest de la Syrie, d'ailleurs de reconquérir l'intégralité, mais l'est de la Syrie est occupé par les Kurdes sous protection américaine. Alors ça, c'est plus compliqué d'aller attaquer les Américains, ça risque de coûter très très cher. Mais après tout, le nord-ouest, on peut peut-être commencer par là. Le terrain n'est pas si grand, c'est grand comme un département français, donc ça peut se reconquérir. Bon, d'accord, il y a au moins 50 000 islamistes qui sont tous sauf des plaisantins et qui ont des années et des années de guerre derrière eux. Mais on peut observer avec intérêt que récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré que la Syrie avait vocation à recouvrer l'intégralité de son territoire national. Alors, vous me direz, il l'a déjà dit, c'est pas la première fois. Oui, mais moi j'observe qu'à chaque fois qu'il le dit de façon un peu solennelle, il se passe quelque chose dans les semaines qui suivent. Donc tout ça sera extrêmement intéressant à suivre. Je dis accord ou pas accord, forcément ils se sont parlé. Forcément ils ont discuté entre eux et forcément, alors ont-ils abouti à un accord? L'avenir le dira, mais ce qui est sûr, c'est que la Libye fait partie de l'échiquier syrien, de l'échiquier méditerranéen. Et tout ce qui s'est passé en Libye ces derniers mois, depuis que les Occidentaux ont été en faillite complète à la suite de leur intervention, il faut reconnaître que maintenant les deux hommes forts de Méditerranée, ce sont Poutine et Erdogan. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre fidélité. J'ai été ravi de faire toutes ces conférences. J'espère avoir l'occasion d'en refaire. On va tous se rapprocher d'Odeya pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Et puis, j'espère vous revoir à la rentrée, tous en pleine forme. Au revoir.